Bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour une vidéo sur le voyage du cinéphile. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos jusqu'à présent, je me suis imposé en début d'année 2023 de me regarder un film par jour en m'imposant une contrainte pour sortir de ma zone de confort. Et tous les mois, je propose une vidéo bilan du mois qui s'est écoulé ainsi que sur l'année qui s'est écoulée, sur le nombre de films que j'ai vus par rapport au pays, par rapport à la date de sortie, par rapport au genre de film, ainsi qu'un top et un flop du mois qui vient de s'écouler et de l'année qui s'est écoulée jusqu'à présent. Sans plus attendre, commençons. Sur les 30 films que je me suis vus durant le mois d'avril, 19 d'entre eux étaient des pures découvertes. Alors, j'ai l'impression d'avoir été un peu plus leste sur les découvertes ce mois-ci. J'ai pas été tellement dans la découverte de nouveaux horizons, et ça c'est un petit peu un truc que je regrette. Jusqu'à présent, j'avais plutôt bien maintenu cet objectif-là. Pour le mois d'avril, ça a été un peu plus compliqué. Bon, j'espère pouvoir me rattraper pour les prochains mois et être plus aventureux à l'avenir. Passons aux statistiques selon l'origine des films. Sur les 30 films que j'ai vus durant le mois d'avril, 13 d'entre eux venaient des États-Unis, 1 venait d'Amérique latine, 7 venaient d'Europe, 5 venaient d'Asie, 3 venaient d'Afrique et 1 venait du Moyen-Orient. Catastrophique en termes de variété selon l'origine des films. Là, j'ai l'impression de revenir un petit peu au mois de janvier où j'avais aussi pas mal misé sur les États-Unis. Là, quasiment la moitié des films que j'ai vus venaient des États-Unis. Ça, franchement, ça ne va pas. Le mois d'avril n'a pas été bon à ce niveau-là, et faut absolument vraiment que j'arrive à explorer d'autres horizons. Passons aux statistiques selon l'année de sortie des films. Sur les 30 films que j'ai vus durant le mois d'avril, 1 daté de plus de 2020, 5 datés d'entre 2010 et 2020, 4 datés d'entre 2000 et 2010, 9 datés d'entre 1990 et 2000, 4 datés d'entre 1980 et 1990, 2 datés d'entre 1970 et 1980, 1 daté d'entre 1950 et 1960, 1 entre 1920 et 1930 et 2 entre 1910 et 1920. Alors j'ai l'impression d'avoir été un petit peu plus éclectique par rapport au reste de l'année, avoir exploré un peu plus d'années que d'habitude. Je me trompe peut-être, peut-être que c'est pas le cas, j'ai pas une vérification complète. J'ai été un peu plus orienté vers les années 1990-2000, c'est-à-dire que là, entre ça et le fait que j'ai surtout vu des films américains, on est en plein dans le côté soumis à la pop culture. C'est bon, là on retrouve le passif geek. Mais bon, ça va. Je pense que déjà on est sur une bonne voie concernant la diversité des années de sortie. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer sur cette voie. Passons aux statistiques selon le genre de film. Sur les 30 films que j'ai vus durant le mois d'avril, 3 d'entre eux étaient des films d'animation, 1 était un film d'aventure, 1 était un film de KPDP, 2 étaient des comédies, 1 était un documentaire, 4 étaient des drames, 1 était un film fantastique, 3 étaient des films de fantasy, 2 étaient des films historiques, 4 étaient des films d'horreur, 1 était un péplum, 1 était un road movie, 1 était un film romantique, 3 étaient des films de science-fiction et 1 était un western. Alors là aussi, j'ai l'impression d'avoir été un peu plus éclectique que les autres années. Il n'y a pas beaucoup de genres que je n'ai pas exploré durant le mois d'avril. Du coup là pour le coup là plutôt je suis très content. Il n'y a pas tellement de films qui se démarquent, à part peut-être les drames qui ont un peu plus de films représentés cette année, mais c'est pas si significatif que ça par rapport aux autres mois. Mais du coup ouais, je suis plutôt content des statistiques du mois d'avril côté genre et côté année, moins côté pays. Passons maintenant au flop film du mois d'avril. Flop qui cette fois-ci est presque totalement légitime puisque seulement 3 films ne sont pas des mauvais films. Peut-être qu'un jour on fera un mois avec un flop uniquement fait de mauvais films. Numéro 10. La petite vendeuse de soleil. En soi, c'est pas un mauvais film, c'est un moyen-métrage plutôt très sympathique qui représente bien la misère dans les rues sénégalaises. Je sais plus dans quelle ville se déroule vraiment ce film. Mais
Mais du coup, oui, en soi, c'est assez sympathique. Surtout qu'en plus, il y a quelquefois des travaux avec le montage sonore qui s'accorde bien, où il y a une espèce de petite transition qui se fait, qui est très sympathique. Le problème, c'est que, déjà, il y a des problèmes de montage sur ce film. Il y a certains montages qui sont très bizarres. Autant le montage sonore, ça va, autant le montage visuel, il a quelques coquilles qui sont assez déroutantes. Et aussi, le problème aussi, c'est que le personnage principal, outre le fait que ce soit une handicapée, je crois qu'elle a la polio, un truc comme ça. Ou alors non, je crois qu'elle a une jambe en moins. Je sais plus. Mais du coup, oui, non, c'est pas... Elle a rien d'intéressant à proposer. Tout ce qu'elle lui arrive, ça lui tombe quasiment sous la main. Il y a juste cette bande de gosses qui l'emmerde de temps en temps. Mais en soi, elle parle rien d'intéressant. Il n'y a pas grand chose. On n'a pas vraiment d'empathie pour le personnage, outre sa situation actuelle. Et on a l'impression que sa situation physique ne la gêne pas tant que ça. Je veux dire, il y a une scène qui se déroule dans un commissariat où, je sais pas, je pense que dans la vraie vie au Kenya, ça ne se déroulerait pas comme ça, en fait. Voilà, et juste voilà, c'est ça qui est très dommage parce que sinon il y avait de quoi faire un moyen métrage plutôt très bon. Numéro 9. The Summoning. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, c'est un court métrage, du coup j'ai pas pu analyser grand chose. Le truc c'est que c'est moyen quoi, c'est très classique, ça veut très copier le style américain, c'est assez prévisible. Y a pas grand chose à sommer. Il y a quelques effets d'horreur qui fonctionnent plutôt bien, mais sinon à part ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas spécialement mauvais, c'est pas spécialement mal fait, mais c'est du vu et revu quoi. Numéro 8. Le voyage de la famille Bourrichon. C'est la première fois qu'un Méliès me déçoit. Et en fait, ça me déçoit parce que, comment dire, déjà je trouve que les situations dans le film Le voyage de la famille Bourrichon ne sont pas bien amenées. D'habitude, Méliès, il arrive à bien amener les situations qu'il présente, sans même les panneaux qui font du texte descriptif. Là, je ne sais plus le nom. Je crois que c'est les entrefaits. Je sais plus. Bref. Toujours est-il que dans le cadre du voyage de la famille Bourrichon, la situation elle est assez mal amenée. Ce qui rend les situations comiques, on devrait rire du comique absurde que propose Méliès, parce qu'il y a toujours cet talent qu'avait Méliès de faire du montage, de pouvoir proposer une mise en scène très très théâtrale, mais également qui se sert de son passé de prestidigitateur, avec des premiers effets spéciaux de l'époque. On devrait pouvoir rire de ça, mais l'humour ne marche pas bien parce que la situation dans laquelle l'humour doit se placer n'est pas correctement placée. Et ça, je trouve ça dommage, ça gâche un peu le spectacle comique qu'aurait pu être le voyage de la famille Bourrichon. Et en plus, il y a certains gags, on va dire, assez datés, on va dire, pour rester poli. Numéro 7. Dark Crystal. J'ai été extrêmement déçu par Dark Crystal. Alors oui, les marionnettes sont plutôt bien faites. Le décor, surtout l'univers de Dark Crystal est magnifique. L'univers est très bien construit. Les décors impeccable, rien à dire, le bestiaire est original, c'est un film qui cherche à faire son propre univers, je lui reconnais ça. Mais alors, bon déjà visuellement, on va pas se mentir, il a extrêmement vieilli, mais bon, après le film date de 1982, mais il a aussi, comment dire, l'écriture est juste désuète, quoi. Franchement, l'écriture est juste
je suis désolé, elle est pas bonne, elle est très mauvaise l'écriture de ce film. Que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes de dialogue, que ce soit en termes de péripéties cinématographiques, c'est juste n'importe quoi. Et alors je ne sais pas si c'est parce que c'est la VF ou si c'est pareil en VO, mais alors le jeu d'acteur est horriblement niais. Mais en fait, c'est ça le problème de Dark Crystal. C'est que le film est extrêmement niais. Alors, on pourrait se dire que c'est un film tourné pour les enfants. Mais justement, un film fait pour les enfants ne doit pas forcément dire que les personnages doivent parler de manière niaise et de manière, on va dire, totalement enfantine. Mais en plus... Le film est quand même, a quand même une imagerie très glauque. Hein. L'aspect d'Excelsex, elle est assez glauque en soi. Elle est assez horrible à regarder. Il y a beaucoup de personnages qui ont un aspect très effrayant. Je ne sais pas si ce film voulait vraiment se tourner que pour les enfants. Alors pour les enfants, ça pourrait être très bien. Et encore non, parce que l'écriture est juste, elle est tellement bête l'écriture de ce film. Je suis sûr que même un enfant, ça pourra pas lui plaire. Mais s'il a voulu parler aux adultes, ce film, bah, il échoue lamentablement. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire un très bon film de fantasy vu l'univers qu'il nous propose. Mais il aurait fallu un meilleur scénariste, un meilleur directeur d'acteurs et quelqu'un qui aurait pu apporter quelque chose pour les dialogues. Voilà. Franchement dommage. Numéro 6. Malmkrog. Je pense que beaucoup vont pas aimer que je mette ce film dans un flop. Ben, je suis désolé, mais pour moi, Malmkrog, c'est absolument pas du bon cinéma. Pour moi, en fait, le problème pour moi de ce film, c'est que j'ai pas l'impression de voir un film, en fait. Je rappelle que le principe même du cinéma, la chose que l'on demande pour que le cinéma soit bien dans sa mise en scène, c'est la règle du show don't tell, à savoir montre, ne dit pas. Mais en fait, Malmkrog, c'est dit, ne montre pas. Tout le long du film, c'est juste des scènes de dialogue entre personnages. Alors, les réflexions sont intéressantes, hein, les personnages parlent bien, il y a de très bons thèmes à aborder, c'est assez intéressant à écouter, hein, les différents points de vue. Mais si je veux voir ça, je lis un livre. Si je veux avoir des réflexions intéressantes, si je veux lire de la philosophie sur tel ou tel point, je lis des livres, ou bien je regarde un documentaire philosophique, je regarde des reportages philosophiques. Je ne vais pas voir un film qui se prétend être une fiction, qui se prétend être un film historique. Je ne sais pas s'il y avait un côté historique à voir dans ce film. Je sais pas si c'est inspiré d'histoire vraie, mais non, ça peut pas être inspiré d'histoire vraie parce qu'à un moment donné, le film veut faire de la mise en scène. Le film veut mettre des événements. J'ai l'impression qu'il y a des moments où le film voulait éviter que le spectateur s'ennuie et qu'il rajoute des événements. Sauf que les événements rajoutés en soi ne font aucun sens par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui se passe après. Ou alors c'est métaphysique, c'est métaphorique, mais je n'ai pas compris la métaphore du coup. Je n'ai pas compris où voulait mener Malmkrog dans la scène de fusillade, la scène d'attaque du manoir. Bah pour moi c'était la fin du film. Mais non, parce que les mêmes personnages qui se sont fait abattre dans la scène précédente réapparaissent. Alors, est-ce que c'est philosophique? Est-ce que ces personnages n'existent pas vraiment? Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, Malmkrog, c'est beaucoup de blabla à suivre, pas beaucoup de mise en scène. Alors, les décors sont très beaux, on va pas se mentir, le manoir est très beau. En même temps, heureusement que le décor est très beau parce qu'il y en a qu'un, en fait. Il n'y a qu'un décor, c'est le manoir où se déroule tout le film, où les 4 personnes parlent. Et alors, moi, honnêtement, je vous dirais plus d'acheter les livres sur lesquels le film se base, parce qu'apparemment, le film se base sur beaucoup de livres. Moi, je dirais plus acheter les livres en question que regarder le film. Numéro 5. Impresiona. Pasas meses encerrado en tu laboratorio. Tienes que salir a tomar el sol, divertirte un poco, ir a la playa, en el sol sabrosón que hay aquí.
Vampire à la Havane. Alors, comment dire? Déjà, premièrement, je trouve que pour un cartoon, le style graphique est assez moche. En fait, on va dire ce qu'il en est. Le style graphique, je le trouve hideux. Et c'est un peu embêtant quand tu dois suivre ça tout le long du film. Mais le problème aussi que je trouve avec Vampire à la Havane, c'est que je ne sais pas quel genre de public il vise. Parce qu'on pourrait se dire que c'est un cartoon fait pour les enfants, mais non. Parce qu'il y a quand même pas mal de blagues graveleuses, il y a quand même pas mal de sous-entendus sexuels. Je pense que les enfants n'étaient pas le seul public de ce cartoon. Et si ça doit viser un public adulte, ben c'est pas bon non plus, parce que le film est ultra idiot dans beaucoup de scènes. Alors je sais qu'il se veut comique, hein, je sais qu'un cartoon ça se veut principalement comique, mais là, le fait que ça se veuille comique ne doit pas justifier le fait que certaines scènes soient stupides, en fait. C'est pas drôle, c'est juste que c'est juste pas intelligent, quoi. Je veux dire, c'est basique. Bon, en plus je trouve que certains gags sont extrêmement datés, mais bon, ça c'est le film qui date de 1985. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Vampire à la Havane, hein. C'est au niveau des cartoons que je regardais quand j'étais petit à la télévision, et quand je regarde un film, quand je regarde un film qui est sorti au cinéma, je pense pouvoir avoir d'autres attentes que les films que je vois sur Cartoon Network. Et encore, je trouve que les films de Cartoon Network peuvent avoir une meilleure qualité que Vampire à la Havane. Non, franchement, j'ai vraiment pas aimé ce film. Numéro 4. Imiti Ikula. Alors, le problème de ce film, il y en a plusieurs, hein. C'est un film qui aurait pu être un film fort sur la situation des enfants pauvres en Zambie, dans les rues alors je sais plus le nom de la ville, je sais que ça se déroule en Zambie, mais voilà, ce film aurait pu apporter quelque chose concernant la situation des enfants. Le problème, c'est qu'il est très court, il fait à peine une vingtaine de minutes, et il veut aborder trop de choses. Et du coup, tu as les événements qui s'enchaînent les uns à la suite des autres, sans grand intérêt, quoi. Je veux dire, enfin, c'est pas que c'est sans grand intérêt, c'est que les événements s'enchaînent et on ne leur accorde pas l'importance nécessaire. Je veux dire, à un moment donné, on parle d'un viol et on le met au même niveau que, je sais pas, les enfants qui doivent travailler pour manger. Et il y a aucune façon de mettre en avant les événements qui se déroulent. Tous les événements qui se déroulent sont faits de manière plate, et en plus de cela, on rajoute des intrigues inutiles. Alors déjà que ton film est court, je parle par exemple de l'éclipse. L'éclipse solaire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'éclipse solaire? Ton sujet, ce sont les enfants des rues. Pourquoi tu parles de l'éclipse? Ça gâche le film. Déjà que ton film est très court, si en plus tu te rajoutes un événement à décrire et que tu le décris limite plus que ce que vivent les enfants dans les rues, ça devient problématique. C'est juste, on suit pas vraiment les enfants, on suit pas vraiment ce qui arrive aux enfants dans les rues. On suit certains événements, mais on n'est pas vraiment investi dedans. Et c'est ça qui est dommage, c'est juste une succession d'événements traités à la va-vite. Et c'est un véritable problème dans ce film. Numéro 3. Alors, comment dire? Ce film est censé être un drame. Mais, à un moment donné, j'ai eu un doute, je me demandais si c'était pas une comédie. Je veux dire, on est face à un film qui veut mettre des situations dramatiques, qui veut mettre des situations dures. On parle d'une femme qui a été maltraitée par son mari, à tel point qu'il y a eu un sous-entendu de viol dans ce film. Ce film veut avoir un message féministe, ce film veut parler de la situation des femmes au Bangladesh, parler aussi de la situation financière du père. Le père qui se voit obligé de vendre sa vieille maison pour habiter dans un appartement plus loin pour laisser des travaux se faire. Il y a plein de sujets sérieux qui est abordé par ce film, mais
c'est tellement regorgé de stupidité qu'à un moment donné, tu ne sais pas si c'est comique ou pas. Je veux dire, pour donner un exemple, l'une des intrigues qui est censée être une intrigue principale du film, je parle vraiment d'un fil rouge qui tient le long du film. La femme qui... alors je sais plus le nom de l'héroïne. L'héroïne alors donc elle a quitté son ancien mari avec qui elle a eu un enfant parce que son ancien mari l'a maltraité, il l'a batté, il y a des sous-entendus comme quoi il aurait abusé sexuellement, et elle tombe amoureuse d'un homme, et la raison pour laquelle elle tombe amoureuse de ce mec, c'est qu'il accroche des slips de couleur à son balcon. Je ne plaisante pas. La fille, enfin l'héroïne, elle passe ses journées à regarder le balcon du voisin sous lequel est tendu un slip. Et c'est un slip de couleurs différentes chaque jour. C'est vraiment ça l'intrigue amoureuse principale de ce film. Alors évidemment, ça se développe à partir de ça, mais à partir du moment où ça a une base tellement bancale, comment tu veux que je m'investisse? Surtout qu'en plus, le film se veut féministe, le film se veut avoir un message féministe, veut avoir un message sur la manière des hommes d'aborder les femmes, sur la manière des pères de traiter leurs filles, ce genre de choses. Et tu veux faire un film féministe avec une intrigue aussi stupide, avec une base aussi bancale? Mais ça ne va pas, C'est aussi tout l'intérêt du personnage du père, le personnage du père qui ne peut pas accueillir sa fille parce que pour lui c'est un déshonneur de voir qu'elle est partie, qu'elle a quitté son mariage. En soi ça aurait pu être un sujet intéressant, mais c'est tellement pas exploité, ou c'est exploité de manière tellement bancale qu'au final le film n'en fait pas grand chose et on n'est vraiment pas investi dans ce qu'il nous montre. Le film n'arrive pas à rendre ça intéressant. Numéro 2. Cendrillon. Je suis peut-être un peu trop dur avec ce film parce que c'est peut-être, je pense que les défauts que je reproche à ce film viennent plus d'un défaut de date qu'autre chose. Seulement, je sais pas, je trouve que ce film déjà n'exploite pas bien son histoire. Je trouve que la manière dont il fait le montage, c'est un peu du n'importe quoi, qui développe des choses qui n'avaient pas besoin d'être développées. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin de développer les remords des sœurs de Cendrillon ou de développer, je ne sais pas moi, le fait que Cendrillon rêve. Non, il y avait déjà une histoire de base, contente-toi de l'histoire. Et le problème aussi, c'est que si encore ça a apporté quelque chose, ces scènes oniriques, les scènes de rêve, mais les scènes de rêve n'apportent rien. Et on ne s'attarde pas sur des événements qui auraient dû être importants. Le bal du prince, le fait que Cendrillon découvre Marraine. Au moins, le film montre d'où est l'origine de la marraine à bonne fée. Mais là encore, la manière dont la marraine interagit avec Cendrillon, elle fait intervenir plein de personnages dont on ne sait pas d'où ils sortent. Et je suis désolé, mais même pour un film de 1914, je trouve que ça manque de mise en scène. Voilà, c'est ça le problème. Cendrillon, le film de 1914, manque cruellement de mise en scène, il manque cruellement de manière de nous faire investir des personnages, et là je ne peux pas excuser ça par la datation du film, parce que les films de Méliès, j'ai été très investi dans un de ces films qui est plus ancien, et c'est juste une question de mise en scène, c'est juste une question comment on fait pour montrer ça intéressant. Et Cendrillon cette version de Cendrillon n'arrive pas à rendre l'histoire intéressante. Et le numéro 1 du flop du mois d'avril est... Quartier Mozart. C'est un nanar. Soyons clairs, Quartier Mozart, c'est un gros nanar. J'ai beaucoup ri durant le film, mais je pense que j'ai plus ri aux dépens du film qu'avec le film. C'est mauvais. Le jeu d'acteur est aux fraises. Le scénario utilise des facilités scénaristiques à la va-vite et a introduit des éléments, tu ne sais pas d'où ils sortent. Je veux dire, t'as un sorcier qui apparaît et qui fait disparaître des tubs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Et il n'y a pas vraiment de véritable mise en scène autour des événements de Quartier Mozart. Alors, en plus, soyons honnêtes, le film démarre, comment dire, il démarre comme un reportage de France 2. Vous savez, comme ces émissions, vous savez, à la Tellement Vrai, à la truc comme ça, où on a une intro avec les personnages qui se présentent en mode téléfilm. Ça fait vraiment téléfilm, Quartier Mozart. Je sais pas si c'est un truc typique du Cameroun ou si c'est juste ce film-là, mais dès l'intro du film, quand on voit le jeu d'acteur, quand on voit les dialogues qui se font, quand on voit le montage hyper bizarre qui se font entre eux, quand on voit juste le jeu des acteurs, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et c'est pas du n'importe quoi dû vraiment à des côtés comédie, parce qu'en plus le film veut avoir un message. Il va avoir un message féministe. Il va en fait montrer la vision machiste des hommes au Cameroun sur les femmes. Alors pourquoi pas, hein, ça peut être très intéressant, surtout qu'il y a une intrigue secondaire autour d'un homme qui épouse une deuxième femme. Ça peut être intéressant. Et il y a des passages où on peut se dire qu'effectivement la blague marche un peu. Mais la plupart du temps, ce qui nous fait surtout rire, c'est la mise en scène. Ce qui nous fait surtout rire, c'est le jeu d'acteurs qui est offert. En fait, les acteurs surjouent à mort. Ce qui nous fait rire aussi, c'est tout simplement le montage, tout simplement la mise en scène qui n'arrive pas à suivre, tout simplement l'intrigue où ça part juste dans du n'importe quoi, où on a quand même un sorcier qui fait disparaître des sexes masculins, qui devient laveur de voiture. D'accord, ok, juste ça, quoi. C'est quand même pas compliqué. Il y a toute une intrigue avec Chien Méchant dont on n'arrive pas à s'intéresser, parce que le personnage c'est juste un con qui veut épouser une deuxième femme et qui a la guerre avec sa première femme. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est juste pathétique en fait. C'est un nanar. En fait, voilà. Je vous conseille quand même de le voir, Quartier Mozart, parce que même si c'est très mauvais, c'est drôle à regarder parce que voilà. Principe du nanar. Voilà, on en a fini avec le flop 10 du mois d'avril. Je propose que l'on passe d'abord au flop depuis le début de l'année avant de passer au top. Numéro 10, l'Empire des Sens. Numéro 9, Cendrillon. Numéro 8, Maman j'ai raté l'avion. Numéro 7, Au nom du Christ. Numéro 6, Quartier Mozart. Numéro 5, Terrified. Numéro 4, Gengis Khan, la légende d'un conquérant. Numéro 3, Guardians. Numéro 2, Le Oiseau polygame. Numéro 1, Amina. Voilà, il est temps maintenant de s'attaquer au top 10 du mois d'avril. Numéro 10. Spectacle. Autant que le spectacle sera digne de toi. Oui, tu es encourageant au moins, Pétrone. Mais je n'oublie pas que j'ai pour rivaux ceux qui chantèrent l'incendie mortel de Troie. Je me dois de faire mieux en... Quo Vadis. Alors, c'est tellement dommage que la romance principale de ce film est extrêmement bancale et assez mal écrite, je trouve, la romance principale, parce que le reste est tellement bien fait. Les décors de Rome, la scène de l'incendie, elle est impressionnante, l'incendie de Rome. Pour un film de 1951, niveau prouesse technique, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui avaient fait aussi bien que Quo Vadis. Et c'est juste excellent dans les décors, dans la mise en scène. Il y a des scènes entières où on met bien en avant, ou bien l'horreur de la situation, ou bien, on va dire, le physique de certains personnages. Je pense notamment au personnage Hercule. Je ne sais plus le nom de l'acteur qui interprète je crois que c'est Buddy Baer. Un truc comme ça. Oui, je crois que c'est Buddy Baer. Je crois que c'est un boxeur à la base. C'est ça. C'est Buddy Baer qui interprète le rôle de Ursus et qui est tellement bien mis en avant dans son côté fort, dans son côté herculin, dans son côté gigantesque. Et c'est ça Quo Vadis en fait. Quo Vadis, c'est un film qui arrive à très bien mettre en avant ses forces. Il met très bien en avant les décors de Rome. Il met très bien en avant la mise en scène qu'il veut faire pour l'incendie ou pour les arènes où on massacre les chrétiens. Et une autre force de ce film qu'il arrive très bien à mettre en avant, c'est Peter Ustinov. Peter Ustinov, il tient le film dans son rôle de Néron. C'est juste génial. Cet acteur était excellent, quoi. Il arrive à très bien mettre le côté drama et le côté surexagéré du personnage. D'aucuns diraient que c'est du surjeu, mais je trouve que c'est un peu du surjeu comme de Sinofan avec Captain Crochet. C'est du surjeu
jeu, bienvenue. Parce que Néron, c'est un personnage extravagant, et Peter Ustinov a très bien saisi l'extravagance du personnage de Néron. Bref, oui, effectivement, Quo Vadis, c'est un classique parmi les peplums. Numéro 9. Elephant Man. Alors, l'intrigue est assez manichéenne, l'intrigue est assez... l'histoire est assez simple, je pense que les choses ne se sont pas déroulées de manière aussi manichéenne que ça. Il n'empêche que ça reste un excellent film. C'est un excellent film, Elephant Man, inspiré de l'histoire vraie de, je crois que c'est Joseph Merrick, le premier Elephant Man célèbre, interprété ici par un John Hurt magistral, qui arrive quand même à mettre en scène ce personnage avec toutes les prothèses, avec toute la démarche qu'il doit adopter. Il arrive à tenir ce personnage de manière extrêmement convaincante, surtout qu'en plus les prothèses qui ont été mises sur John Hurt font vrai. C'est ça aussi qui rajoute au côté horrible de la situation, c'est que toutes les difformités qu'ils ont mises sur Elephant Man, toutes les difformités que l'on met, qu'ils ont mises en scène, c'est vraiment de l'excellent travail de maquillage, de l'excellent travail de costume, de prothèses qui rend très bien. Anthony Hopkins aussi est un excellent acteur, j'adore toujours, je suis un énorme fan d'Anthony Hopkins, et le voir dans ses premiers rôles, je trouve que oui, voilà, il sait très bien faire les rôles de personnages. Bon, c'est pas seulement un Hannibal Lecter, Anthony Hopkins. Mais sinon, ouais, non, Elephant Man, ça reste... En plus, c'est un film qui arrive à être extrêmement touchant. C'est un film où qui arrive vraiment à créer une empathie. Et pas seulement parce que le personnage est difforme. Ils mettent en avant son côté émotionnel, ils mettent en avant le côté que c'était pas seulement un débile. Et ça aussi, ça rajoute au drame. C'est là où le film Elephant Man est assez fort, c'est que il y a de l'horreur dans la situation. Mais le film arrive à être plus horrifique, mais pas horrifique dans le terme où on a peur, mais horrifique dans le terme de l'empathie, en fait. C'est-à-dire que plus on a de l'empathie pour le personnage, mais en plus, plus on a de l'empathie pour le personnage, et plus on se dit, mais oui, mais ça doit être horrible. Genre, un exemple tout con, mais au départ, on pense que le personnage, il est débile, ou qu'il n'a pas conscience de ce qu'il est, qu'il n'a pas conscience de ses propres souffrances. Puis quand tu découvres qu'en fait c'est un personnage intelligent qui a conscience de ce qu'il est, tu te dis ah oui, mais alors du coup il a conscience, il a vraiment mal, il a vraiment conscience que les gens lui portent un regard horrifié, il a vraiment conscience des choses autour de lui, mais c'est juste horrible en fait. Et c'est ça Elephant Man. Elephant Man, c'est te donner de l'empathie et faire passer de l'horreur à travers l'empathie. Et c'est juste génial. Numéro 8. Pacific Rim. Alors, Pacific Rim. Qu'est-ce que je peux dire d'autre si ce n'est que la meilleure adaptation spirituelle des films de kaiju. Voilà. Alors, le film s'est toujours présenté comme étant un film très inspiré de Evangelion, et ça se sent ne serait-ce que dans le concept des Jaegers, le concept où il faut lier son esprit à celui de quelqu'un d'autre pour pouvoir contrôler le Jaeger, ce qui amène beaucoup de questionnements sur le cerveau, sur nos souvenirs, sur notre psyché, sur comment on lie des liens avec les personnages autour de nous, que ce soit les liens père-fils, les liens amant-amante, les liens de frères aussi. Ça exploite bien ces thématiques. Le film est plus intelligent qu'il en a l'air, hein, ne serait-ce que dans le côté où tu as un personnage qui vit en direct les souffrances de son partenaire parce que ils sont pas déconnectés quand le kaiju attaque la partie là. C'est plus intelligent que ça en a l'air. Après, on va pas se mentir, la vraie force de Pacific Rim, c'est les kaiju, c'est les Jaegers, c'est toutes les scènes d'affrontement entre les deux, c'est le gigantisme que met en avant Pacific Rim. Pacific Rim arrive à très bien donner des scènes de combat titanesques, mais
qui sont, comment dire, viscéraux, qui font vrai, où on sent vraiment la puissance, on sent vraiment le poids des impacts, on sent vraiment les coups qui sont portés, que c'est avec une très bonne fluidité, une mise en scène qui rend toute l'action compréhensible. C'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher aux Transformers et ce qu'on peut reprocher à beaucoup de scènes d'action genre Godzilla vs Kong, où on ne retrouve pas le côté poids, le côté où on a deux masses qui s'affrontent et avec des idées en plus où on prend un paquebot et on fout ça dans la gueule d'un monstre. Mais c'est juste excellent dans le concept même des affrontements, dans le côté kaiju. Dans le côté kaiju, on ressent vraiment un côté l'aspiration japonaise derrière Pacific Rim, et ça montre à quel point Guillermo del Toro avait de l'amour pour ce à quoi il voulait rendre hommage dans son film. Contrairement à la suite Pacific Rim Uprising, voilà, si vous voulez une version qui n'a pas compris ce que faisait Pacific Rim, sa suite l'est très bien. Ah, et j'allais oublier le thème aussi de Pacific Rim, il est juste iconique. J'ai adoré le thème. En plus, j'aime beaucoup les thèmes dont on arrive à faire des variations pour donner des émotions différentes. C'est-à-dire que le thème principal de Pacific Rim, on le ralentit, on lui donne une autre forme pour représenter différentes émotions. Un petit peu comme on faisait avec certains autres thèmes dans Indiana Jones par exemple. Et ça, je trouve ça juste excellent. Numéro 7. À la conquête du pôle. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec Cendrillon, quand je disais que même pour l'époque, la mise en scène n'était pas bonne. Dans le cadre de À la conquête du pôle, on a vraiment ce dont on était capable à cette époque-là de faire. Et c'est juste... Georges Méliès est un maître dans la mise en scène et des effets spéciaux, un peu moins dans la comédie, comme on a vu avec Le Voyage de Monsieur Bourrichon, mais À la conquête du pôle, je trouve qu'il n'est pas assez connu, ce court-métrage. On parle beaucoup du voyage dans la Lune de Georges Méliès, mais on ne parle pas d'À la conquête du pôle, et qui pourtant, lui aussi, en termes de mise en scène, en termes de féerie de voyage, il se pose là. Je veux dire, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a toute une scène d'affrontement avec un géant qui, pour l'époque, franchement, était très bien faite, était très bien réalisée, était très bien mise en scène. Il y a toute une mise en scène, la scène de l'avion, la scène du voyage, avec les différents moyens de locomotion, avec le fait de croiser les astres, c'était époustouflant pour l'époque. Alors oui, c'est daté, le film a vieilli, hein, on va pas se mentir, le film a extrêmement vieilli, mais je trouve que même pour l'époque, il y a une féerie qui se dégage dans la conquête du pôle, et je pense qu'on devrait un peu plus se pencher sur ce film. Il le mérite, honnêtement. Numéro 6. Une histoire vraie. Alors, ce film est très contemplatif. Faut aimer les films contemplatifs, faut aimer les films détente, mais je vous dis, c'est un très bon film dans lequel on suit une histoire et on suit en fait la vie de certaines personnes, on suit le quotidien des gens, en fait. Et en fait, ce que je trouve très bien avec une histoire vraie, c'est qu'il ne force pas les choses. Il n'est pas là. Il y a une intrigue autour du personnage principal qui doit aller vous rendre visite à son frère. Apparemment, c'est inspiré d'une histoire vraie, comme le dit le titre. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, comment dire, cette intrigue est là, on a ce fil rouge, mais le film ne va pas forcément se concentrer sur ça. Il va y avoir des moments où le personnage principal va parler des relations houleuses avec son frère, avec un final qui se fait un petit peu banal. En fait, c'est ça, c'est que le film a l'air banal. Il a l'air juste parler des choses simples, mais c'est parce que il parle de la vie des gens, il parle de la situation des gens dans les États-Unis, que ce soit par exemple une fugueuse enceinte, une famille moyenne, les vétérans de la guerre de 1945, ce genre de choses. Et ce film enchaîne les situations et
il le fait avec un calme et un naturel qui rend le film très immersif. Et, comment dire, c'est pas que le film est niais, bon, le film est produit par Disney, mais c'est apaisant. C'est apaisant. Alors, on ne suit pas des intrigues béni oui, hein, c'est pas un truc. On suit des choses qui parfois sont assez dures à voir. Je parlais par exemple de la guerre de 1945, mais c'est raconté de façon tellement touchante, tellement simple, tellement naturelle, tellement, on va dire, tellement, j'allais dire chill, non pas chill, mais c'est raconté avec tellement d'apaisement, qu'au final, on a suivi une intrigue, on suit l'histoire de gens, on est touché par ces gens, on est attaché, les personnages sont très bien écrits et sont très attachants, et ce film est apaisant, voilà. Ce film, si vous cherchez un film dans lequel vous voulez vous apaiser, dans lequel vous voulez passer juste un moment de détente, je dirais pas sans prise de tête, hein, parce que le film aborde des sujets sociaux et il aborde des personnages qui ont des vécus pas faciles, mais si c'est un film qui détend par son atmosphère, par son calme, et c'est en ça que je l'ai trouvé extrêmement plaisant, d'autant plus que ce calme permet, comment dire, d'accueillir émotionnellement, avec beaucoup plus d'empathie, ce qui arrive au personnage du film. Numéro 5. Édouard aux mains d'argent. Ah bah forcément. Forcément, Édouard aux mains d'argent, un Tim Burton. Vous savez, je vais aller vite sur celui-là parce que si vous voulez avoir un avis détaillé et plus pertinent que ce que je peux vous donner ici, j'ai fait une rétrospective sur Tim Burton. Je vous invite à aller voir la partie où j'en parle. Je ne démords pas de ce que j'ai pu dire dans la partie sur Tim Burton. Bon voilà, si vous avez, je vais passer vite, regardez ma vidéo rétrospective sur Tim Burton pour savoir ce que j'en pense de ce film, et vous aurez mon avis de pourquoi il est si haut classé. Numéro 4. The Thing. The Thing est sans doute mon John Carpenter préféré. Déjà, en termes de design de la créature, la créature est superbement bien mise en scène dans The Thing, et le design cauchemardesque de ce monstre, on sent vraiment une inspiration Lovecraftienne, on sent vraiment le côté viscéral, le côté organique de la créature. Chacune de ces apparitions est extrêmement marquante, même quand on a revu le film, même quand on sait qui est coupable. Il y a toujours cette tension qui est très bien travaillée, ce travail sur la paranoïa. Tout le film se centre autour d'une paranoïa parce qu'on ne sait pas qui peut être la créature. Et même quand on le revoit plusieurs fois, bah, ça reste toujours extrêmement bien travaillé, ça reste toujours très prenant à regarder, et il y a tout un décor, toute une atmosphère qui est amplifiée en plus par la musique de Ennio Morricone, où on a une espèce de battement de cœur tout le long du film qui se fait ton et qui accompagne superbement bien le film, avec des scènes iconiques, avec des jumpscares, mais de bons jumpscares cette fois. Je veux dire, la scène du test sanguin est un exemple même de qu'est-ce que c'est un bon jumpscare. Et c'est juste génial, c'est juste génial. The Thing de John Carpenter, c'est un film que je ne me lasse jamais de revoir. Oui, je le confesse, c'est un film que j'avais déjà vu avant de faire ce défi, mais voilà, c'est un film pour moi qui est une leçon en termes de design de monstres, qui est une leçon en termes d'atmosphère pesante, d'atmosphère de thriller, et c'est juste excellent. Et en plus de cela, les personnages sont isolés de tout, mais il y a une explication. Il y a vraiment une explication sur la situation que vivent les personnages. C'est pas un film d'horreur où on va mettre les personnages dans une situation de manière totalement artificielle. Enfin bref, voilà, c'est un énorme classique de l'horreur, que ce soit de la science-fiction ou même du body horror, et franchement, je vous le recommande. Numéro 3.
Ernest et Célestine. L'exemple même de pourquoi je considère que nous sommes les meilleurs en termes d'animation. Pourquoi le cinéma d'animation français est sans doute le meilleur cinéma à l'heure actuelle. Eh ben, la réponse, ça fait partie... Ernest et Célestine est une des réponses de pourquoi je pense ça. Je veux dire, la patte graphique est juste, déjà, j'adore le style de dessin de Ernest et Célestine. Les acteurs de doublage, les acteurs qui font les personnages sont juste excellents. Lambert Wilson campe un Ernest de façon magistrale. On a aussi quelques voix célèbres, genre Féodor Atkin. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les VF dans les films. Alors moi, Féodor Atkin dans un film, bah tu m'as eu, voilà, déjà tu me tiens. Mais en plus de cela, en plus des voix, il y a sincèrement une mise en scène autour de la peinture et autour de la musique dans Ernest et Célestine, ce qui a une explication, puisque Ernest est surtout un passionné de musique et que Célestine est une passionnée de peinture. Et il y a toute une intrigue, il y a tout un aspect de ce film qui a été formé autour de ça, autour de la peinture et de la musique, autour de l'art. C'est vraiment un film artistique, Ernest et Célestine. L'intrigue est très mignonne, elle est très enfantine, mais elle n'est pas stupide pour autant. L'intrigue, bah, elle se suit, et je pense qu'un adulte peut très bien suivre un film Ernest et Célestine et y trouver du plaisir. Je trouve énormément de plaisir à regarder Ernest et Célestine, ne serait-ce que pour écouter ce film, ne serait-ce que pour regarder sa patte graphique. Le film est aussi drôle par certains moments. Il y a certaines scènes que je trouve absolument cultes, genre la course-poursuite avec les policiers ours blancs, qui pour moi est excellente. Non, pour moi, Ernest et Célestine, c'est vraiment un film que je vous conseillerais de montrer à vos enfants, tellement le film est artistique, tellement le film appuie vraiment ce que c'est une bonne patte graphique, un bon film sur l'art, un bon film sur des artistes où en plus qu'on représente très bien, puisque ben en soi c'est des artistes, ils sont isolés de tout, ils ne veulent pas respecter la vie que leur impose. C'est un petit peu... alors c'est une manière peut-être un peu trop enfantine de représenter les envies d'artistes des gens, mais je trouve que c'est pas si loin de la réalité, et c'est assez intéressant de le voir comment c'est abordé dans ce film. Enfin bref, Ernest et Célestine pour moi fait partie de ces films d'animation cultes que je vous recommanderai tout le temps. Numéro 2. Fleury, mais c'est fou, quel scandale. Lui qui est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Un protecteur? Non. Quoi, pas un... Cyrano de Bergerac. Bon, alors, je suis très subjectif parce que je suis un énorme fan de la pièce de théâtre. Je suis quelqu'un qui a énormément suivi cette pièce, qui a admiré cette pièce quand il était jeune. J'ai lu plusieurs fois cette pièce, j'ai regardé les adaptations possibles. Alors, j'ai pas regardé celle avec Peter Dinklage parce qu'il faut pas déconner. Mon masochisme a des limites. Mais voilà, j'ai vu plusieurs adaptations. Je vous recommande aussi le film Edmond qui est très bien à ce sujet. Et pour moi, la meilleure adaptation de Cyrano de Bergerac, c'est sans conteste la version de Jean-Paul Rappeneau de 1990. C'est excellent, c'est excellent. Alors oui, il y a eu des modifications sur le texte, et c'est déjà ça, c'est une performance, parce que même s'il y a eu des modifications sur le texte, c'est pas des modifications qui vont aller à l'encontre de l'esprit du livre, parce que le livre est écrit en vers, il est tout le temps la pièce de théâtre est tout le temps écrite en vers, et les modifications qu'ils ont fait durant ce film, on a gardé ce côté poétique, on a gardé ce côté faire des vers. Donc ça montre que ceux qui ont fait cette adaptation ont compris Cyrano de Bergerac. Et ça se voit aussi sur tout le reste. Les décors pour représenter le Paris de cette époque sont juste magnifiques. Il y a toujours il y a une scène dans Cyrano de Bergerac qui m'a fait un petit peu penser à du Batman, et c'est pas déconnant parce que pour moi, enfin c'est mon point de vue, après hein, c'est contestable, mais pour moi Cyrano de Bergerac c'est un petit peu le premier super héros de l'histoire.
Voilà. Mais après, ce n'est que mon point de vue. Mais je vous franchement, au niveau de la mise en scène de ce Cyrano de Bergerac a juste bien compris comment mettre en avant toutes les émotions que doit retranscrire la pièce de théâtre, campée par des acteurs, mais juste géniaux. On peut penser à Francis Weber pour le rôle de De Guiche, mais pour moi, évidemment, Gérard Depardieu qui campe magnifiquement sur Cyrano de Bergerac. C'est juste Gérard Depardieu, je pense pouvoir dire que c'est son meilleur rôle. C'est son meilleur rôle pour moi, c'est Cyrano de Bergerac, et c'est juste excellent. Pour moi, c'est très difficile de me relire certaines pièces sans penser à l'interprétation de Cyrano de Bergerac. Mais c'est pour dire à quel point cet acteur, il a su s'approprier le personnage, il a su incarner le personnage. C'est juste excellent à ce niveau-là. Et comme le film sait très bien retranscrire les émotions du livre, ce film arrive à nous engranger des émotions, que ce soit pour la tirade de la mort, que ce soit pour la scène du balcon avec Roxane et Christian, que ce soit pour la scène de dialogue non merci de Cyrano de Bergerac qui se termine, où t'as presque envie de pleurer parce que cette phrase qui est horrible à entendre, c'est du haut fait le fier et la mère, mais tout bas dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. C'est horrible, c'est horrible parce qu'en plus c'est juste après une scène où Cyrano veut se montrer fort, il veut se montrer puissant, il veut se montrer moi je vais me débrouiller tout seul, et là t'as cette phrase qui fait en fait juste dis-moi juste qu'elle t'aime pas, et là c'est horrible, c'est terrible comme scène. Mais c'est génial. La scène du balcon, je trouve que je sais pas laquelle je préfère. Un autre truc où le film a compris comment adapter, c'est qu'il a su en fait prendre le texte de Cyrano de Bergerac et l'adapter aux situations qu'il donne. Un petit exemple, vous prenez la scène du duel où Cyrano envoie à la fin de l'envoi je touche. Et en fait, il y a un moment donné, il percute le vicomte Valvert, je crois, contre un portail, et c'est à ce moment-là qu'il fait les coquilles teintes dicton. Et ça peut paraître rien dit comme ça peut paraître anecdotique, mais ça montre en fait que le film ne s'est pas contenté juste de refaire le texte, mais qui s'est dit tiens, comment faire pour que dans ma mise en scène, dans ma scène, cet texte puisse avoir plus d'impact, plus de pertinence. Et en fait, dans ce côté les coquilles teintes dicton, ça donne vraiment un côté où le personnage se fout un petit peu de la gueule du vicomte, et ça donne quelque chose en plus, ça rajoute quelque chose. Ce film arrive à rajouter quelque chose par rapport à la pièce de théâtre, et c'est en ça que pour moi il est absolument génial. C'est pas mon film français préféré, mais franchement il en est pas loin. Et le numéro 1 de ce top 10 du mois d'avril est Cœur de Dragon. Alors, comment vous dire? Cœur de Dragon est mon film préféré de tous les temps. Voilà, si vous vous posiez la question, quel était mon film préféré absolu? Cœur de Dragon. Cœur de Dragon. Déjà parce que y a tout un aspect fantasy qui est très bien retranscrit. En fait, c'est pas seulement de la fantaisie, c'est aussi du conte, c'est aussi du fable, c'est à la fois un récit hippique, mais aussi un récit où on va raconter un conte, on va raconter une histoire. Et il y a tout un mélange qui se fait, et qui se fait magnifiquement bien. Le film arrive à très bien mettre en avant cela, que ce soit par la mise en scène, que ce soit par la complicité entre Draco et Bowen, avec une scène finale. La musique est juste magnifique. La bande originale de Cœur de Dragon, c'est sans doute la meilleure bande originale que j'ai entendue jusqu'à présent. C'est excellent, et ça apporte à chaque fois, et à chaque fois que je me vois ce film, mais je pleure à la fin, et ça me tient à chaque fois, même encore aujourd'hui. Alors oui, le film a vieilli en termes d'effets spéciaux, ça je suis d'accord. Les effets numériques, malheureusement, ce sont les effets qui vieillissent le moins. On peut saluer cependant le fait
que Cœur de Dragon arrive quand même à bien mettre en scène Draco. Il y a encore des scènes où il est encore convaincant, je trouve, où c'est encore où ça n'a pas trop mal vieilli. Après, on va pas se mentir, oui, globalement, le film le Draco a mal vieilli. Ça c'est clair. Mais un autre truc que j'ai bien aimé, c'est ce film arrive sans trop en faire à donner un environnement plutôt sadique, mine de rien. Parce qu'on dit, oui, c'est un film tourné pour enfants, c'est un film tourné pour enfants. Non, parce que le film arrive quand même à donner quelques instants assez sadiques, assez cruels. Je pense notamment aux instants avec Eynon. Eynon qui, pour vous donner un exemple, il veut condamner quelqu'un, mais il veut pas le condamner à mort parce que il veut faire de la mort une délivrance et pas un châtiment. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il dit, oui, je te condamne à te faire crever les yeux. Et en fait, alors à ce moment-là, le prisonnier s'échappe, mais on le retrouve plus tard avec effectivement les yeux crevés, où il est devenu aveugle. Et ça apporte quelque chose, mine de rien, ça apporte quelque part dans la mise en scène, ça montre qu'en fait, que Eynon ait pu le faire sur le moment ou pas, il obtient toujours ce qu'il veut. Et il montre toujours autant de cruauté, c'est-à-dire que même aveugle, il est obligé de travailler, il est obligé de faire des carrières de pierre, c'est horrible, c'est très cruel. Alors, et ça n'en fait pas trop, c'est pas quelque chose qui est ultra appuyé en mode lourdingue et tout. Mais je trouve quand même qu'il y a vraiment toute une atmosphère, toute une impression. Il y a aussi toute une morale autour des impressions qu'on a autour des personnes que l'on connaît. Vous savez, à chaque fois qu'on parle d'un tueur, d'un criminel, il y a toujours son entourage qui va dire, bah non, mais pour moi c'était quelqu'un de bien, il a jamais causé de problème et tout. Et Cœur de Dragon est totalement dans cette dynamique, puisque à la base Bowen il a la haine contre les dragons parce qu'il était responsable, et c'est toujours ça quand il y a un criminel, quand il y a toujours des gens qui font des conneries, on met toujours quelque chose comme bouc émissaire, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les films, que ce soit les romans policiers, il y a toujours quelque chose qu'on fait comme roman policier, comme bouc émissaire, pardon. Et Cœur de Dragon arrive à très bien mettre en scène ce genre de métaphore. Et je trouve ça juste génial. Enfin voilà, je pourrais passer des plombes à parler de Cœur de Dragon. Je vais peut-être en faire une vidéo un jour. Il faut absolument que j'en fasse une vidéo sur ce film parce que c'est mon film préféré de tous les temps et il mérite une meilleure analyse que ce que je peux vous donner là tout de suite. Voilà, nous venons de terminer le top 10 de ce mois d'avril. Passons maintenant au top 10 depuis le début de l'année avant de se quitter. Numéro 10, Rec. Numéro 9, La liste de Schindler. Numéro 8, Un long dimanche de fiançailles. Numéro 7, Ernest et Célestine. Numéro 6, L'Odyssée de Pi. Numéro 5, Citizen Kane. Numéro 4, La La Land. Numéro 3, Conan le Barbare. Numéro 2, Cyrano de Bergerac. Numéro 1, Cœur de Dragon. Voilà, c'était la vidéo du bilan de mois d'avril sur le voyage du cinéphile. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!